si Jack Nicklaus le fait et que Bryson DeChambeau le fait, c'est que ça doit être quand même plutôt pas mal. Salut! Dans cette vidéo, je vais analyser avec vous l'enregistrement de la routine d'échauffement de Bryson DeChambeau. On va voir comment il se prépare au drive, pour le grand jeu, pour le jeu court, pour le putting et bien d'autres choses encore. Et on va voir surtout comment vous pouvez adapter certaines de ces techniques pour les utiliser et baisser votre score. Allez, c'est parti! Première chose qu'on voit, il arrive 61 minutes avant le tee time. Je ne reviens pas sur le fait d'arriver suffisamment tôt, j'en ai parlé dans cette vidéo. Alors premier élément, on voit qu'il marque ses balles et qu'il fait ensuite 5 putts. Je vous explique dans quelques instants pourquoi est-ce qu'il fait ces 5 putts, mais on va commencer par ce qui est évident. Mettre une marque sur sa balle, ça permet de bien l'identifier, de l'identifier facilement sur le parcours. Mais en plus, cette marque, elle va vous permettre aussi de vous aligner. On n'y pense pas assez, mais ça peut vraiment servir à ça. Quand vous allez putter, ou même pour n'importe quel autre coup, vous allez utiliser cette marque sur votre balle et l'aligner avec votre point de visée. Ça, c'est un premier élément. Mais en plus, vous allez pouvoir, avec cette marque, encore plus facilement positionner votre club, que ce soit un putter parce que vous avez une ligne sur le putter, ou avec votre drive parce qu'il va être bien perpendiculaire à la ligne en question. Vous savez, 80% de la direction d'un coup dépend de l'orientation de la face de club, donc bien positionner votre club, c'est l'élément le plus important. Mais on voit, DeChambeau, il va plus loin parce qu'il fait 5 putts où il regarde simplement rouler la balle. En fait, en faisant ces 5 putts, il vérifie que les marques sont bien positionnées sur un espèce de point d'équilibre des balles. Même chez les pros, les balles peuvent avoir des équilibrages légèrement différents et en fait, elles ont tout un équilibre qu'on peut matérialiser en faisant un tour, un équateur en fait autour de cette balle. Et si vous les posez ensuite sur ce trait précisément et que vous les faites rouler sur le green, elles vont rester parfaitement droites, alors que si elles sont pas vraiment sur leur point d'équilibre, elles vont légèrement tanguer un petit peu comme un bateau. Alors on va être franc, c'est pas très grave, mais ça peut coûter un point par-ci, par-là. Et une des caractéristiques de Bryson DeChambeau, c'est qu'il va vraiment essayer de gratter le moindre point qu'il peut essayer de gratter. Un dixième de point par-ci ou un dixième de point par-là, il va essayer d'aller le chercher. Alors quand j'ai débuté le golf, à l'accueil du golf de la Forteresse, il y avait une machine qui permettait de marquer les balles comme ça. En fait, il y avait une espèce de manivelle dessus, on faisait tourner la balle à l'intérieur et au bout d'un moment, à force d'être secoué dans tous les sens, ça finissait par prendre son équilibre et à rouler sur toujours le même trait. Et à ce moment-là, on avait juste à poser le crayon et le crayon faisait tout le tour de la balle, tout simplement. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas que ça change quelque chose, j'ai jamais vraiment expérimenté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour Bryson DeChambeau, ça fait partie des éléments importants. Et après tout, j'ai envie de dire, ça coûte pas grand-chose de le faire. Alors pourquoi pas? Si vous connaissez ce genre de machines, si vous les avez déjà utilisées ou si vous les utilisez encore, dites-le moi simplement dans les commentaires. Alors, il attaque son échauffement avec 25 putts. Alors, je ne vais pas parler de sa technique, je ne suis pas là pour parler technique. Déjà, première chose, vous avez remarqué qu'il utilise une aide à l'alignement qui est posée au sol, cette espèce de bande blanche. Bien garder, encore une fois, la face de club alignée, c'est 80% de la réussite d'un putt, donc c'est super important. Mais il y a un autre truc qui est super intéressant. Vous avez vu, il utilise un faux trou. Cette espèce de rond blanc, en fait, c'est pas un trou parce qu'on voit à un moment que la balle passe dessus sans tomber, mais c'est un faux trou parce qu'en fait, il essaye pas de rentrer ses putts. Il essaye de bien putter. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. On peut rentrer un putt en faisant absolument n'importe quoi. Il y a des vidéos sur internet qui le montrent. Par contre, un bon putt, ça reste un bon putt avec des caractéristiques précises. La première caractéristique d'un bon putt, on le voit avec le premier tee qu'il a posé qui est au-dessus du trou, c'est que la balle ne passe pas par ce qu'on appelle le côté des amateurs, qu'elle passe donc légèrement au-dessus du trou. Pourquoi? Bien simplement parce que si vous avez un trou qui est, on va dire comme ça, si votre balle passe ici au-dessus du trou, elle peut tomber par gravité, alors que si votre balle passe en dessous, elle ne tombera pas par gravité puisque la gravité va l'emmener loin du trou. Deuxième élément aussi, quand votre trou est comme ça, si vous passez par-dessus le trou et que votre balle s'arrête 10 cm après avec la pente naturelle, elle va se trouver à une certaine distance du trou. En revanche, si vous passez par en dessous et qu'elle s'arrête 10 cm après, en termes de longueur, en fait, elle va se retrouver beaucoup plus loin. Passer par-dessus va vous rapprocher du trou, alors que passer par-dessous va vous éloigner du trou tout simplement. Donc, il faut toujours passer par le côté des professionnels et pas le côté des amateurs. Ça, c'est super important. Deuxième chose qu'on voit, il met un deuxième tee qui est situé environ 20-30 cm derrière le trou. Pourquoi? Parce qu'on sait, et ça, c'est les statistiques qui le prouvent, qu'un putt qui dépasse de cette distance-là est un putt qui a plus de chances de rentrer. En fait, il y a une vitesse de passage du putt au niveau du trou qui fait qu'elle a plus de chances de tomber dans le trou que si elle va plus vite ou si elle va plus lentement, tout simplement. C'est cette distance-là après le trou. Encore une fois, on voit que
Même dans l'échauffement, rien n'est laissé au hasard chez Bryson DeChambeau. On se pote de plus pour voir si tout ça est en place. Il n'y a pas besoin de détailler. Il a vraiment passé une première partie sur de la technique pure, vraiment de la préparation technique très pure. Et là maintenant il passe sur un petit peu du feeling pour voir si ça rentre pas. Bref, il regarde si tout ce qu'il a fait est adapté à tout ça. Alors là, on voit qu'il part vers la partie short game. Il a déjà passé 35 minutes sur le putting, sur les 61 minutes au total. Il va maintenant s'attaquer au jeu court. On va regarder ce qu'il fait au jeu court. Alors il tape 15 approches roulées depuis différents endroits et vers différentes cibles. Alors les premiers coups sont des coups purement mécaniques, on voit qu'il se met toujours au même endroit. Et puis après petit à petit il va varier tout ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Il faut varier les coups pour obliger votre corps en fait à s'habituer à l'irrégularité qu'il va trouver sur le parcours. Rappelez-vous, le golf c'est irrégulier. Vous pouvez juste faire ce qu'il faut pour pas apporter avec vous plus d'irrégularité sur le parcours. Ok, il passe vraiment pas beaucoup de temps sur le jeu court, on voit que ça prend prio, si les chiffres donnés sont bons, ça fait à peu près 5 minutes. Il passe ensuite au bunker, c'est encore une fois super important parce que dans la séquence d'échauffement, il y a aussi de la progressivité. Il passe du putting aux approches roulées, puis au bunker, tout simplement parce que c'est des coups qui demandent de plus en plus de largeur, on va dire, et de plus en plus de force, donc en fait, il monte en puissance. Je vous rappelle, c'est un échauffement, on commence tout doux, et on monte en puissance, c'est pas on commence à fond, puis on accélère. C'est reparti. Ok, rapidement, quelques approches levées depuis le rough. Pourquoi? Parce que le contact n'est pas tout à fait le même, ça apporte un peu de variété encore une fois, et ça lui permet, on voit que c'est un petit peu plus éloigné, de faire quelques approches un petit peu plus longues. Pour l'instant, il a passé 43 minutes sur les 61 sur le jeu court, du putting, des approches, des bunkers, c'est 70% du temps qu'il va passer au total. C'est encore plus marqué que pour McIlroy. Et voilà, je vous pose la question du coup, et vous passez combien de temps à vous échauffer au jeu court avant de partir sur le parcours? Dites-le moi en commentaire. On va voir ce qui se passe maintenant. Donc c'est quelque chose de parfaitement progressif. Quelques sand, quelques pitch, quelques fer 7, quelques fer 4. Maintenant il va attaquer les bois 5, donc on continue à le suivre. Alors là, on va s'arrêter un peu. Au-delà du fait qu'il va jouer des bois 5, des bois 3 et des drives, ce qui est parfaitement logique dans sa progression, il y a quelque chose qui vient d'apparaître sur le practice, c'est un radar. Alors j'ai vu la même chose sur une autre vidéo qui montrait aussi le warm-up de DeChambeau, c'est-à-dire qu'il le fait quasiment systématiquement. Ça veut dire simplement que lui, ou plutôt son caddie, je pense, ou son équipe en tout cas, va analyser chacun des coups pour voir comment en fait il est en place. Il faut bien comprendre que ça va pas lui servir à se recaler, ça va pas servir à recaler sa technique, parce qu'il va pas jouer assez de coups pour ça. On peut pas recaler une technique en 3 ou 4 bois et 7 drive, hein, d'accord, si la technique elle est pas là, elle est pas là, mais ça va lui permettre plutôt de comprendre sa tendance naturelle du jour. Est-ce qu'il est plutôt en fade, en slice, en draw, en hook, est-ce que ses balles montent, est-ce qu'elles montent bien, est-ce qu'elles montent pas bien, est-ce qu'il y a tendance à peut-être avoir un angle d'attaque un petit peu comme ci ou un petit peu comme ça, et en fait en fonction de ça il va après adapter sa stratégie. C'est ce qu'il a fait par exemple pour faire ces drives qui ont fait beaucoup parler à l'Arnold Palmer Invitational, où il était passé par-dessus l'eau à des endroits où tout le champ était passé à droite, il l'avait complètement coupé. Ce jour-là il peut le faire parce qu'en fait il sent qu'il est dans son swing et il sait aussi que la météo est avec lui, en particulier le vent qui ramène les balles et qui les pousse et qui les ramène vers le drapeau, tout simplement. Allez, on recommence.
Donc là, il redescend en pression, 3 fer 6, 2 fer 9 et un drive, avant de retourner au putting green, puisque c'est la fin de sa séance. Je pense, j'imagine que c'est les 3 coups qu'il a décidé de jouer sur le premier trou, qui est certainement un par 5. Donc un drive, un fer 6 et un fer 9, d'accord, c'est les 3 coups qu'il va jouer. Et ça, c'est vraiment un très très bon conseil. Terminez toujours votre séance de practice par le premier coup que vous allez taper sur le départ, d'accord. Si votre premier coup c'est un drive, tapez un drive. Si votre premier coup c'est un fer, tapez un fer. Si votre premier coup c'est un bois, tapez un bois. Peu importe en fait sur quoi vous allez terminer, ça va dépendre exclusivement du parcours sur lequel vous jouez et de la stratégie que vous allez adopter. Mais terminez sur ce premier coup et surtout en imaginant l'ensemble du trou tel qu'il va être quand vous allez être là. Moi par exemple, quand je m'entraînais sur certains golfs, là j'ai le trou en tête, le trou numéro 1, je voyais parfaitement l'eau qui était loin à droite, le rough qui était à droite après plus court, à gauche il y avait un petit bosquet d'arbres et puis il y avait un hors limite et puis là il y a le rough et j'imaginais ma balle, j'imaginais tout comme si j'étais vraiment en position pour jouer ce premier coup de départ. Alors en l'occurrence, très souvent je jouais un bois 5, parfois je jouais un fer 5, très rarement un drive, ça dépendait vraiment de mon état de forme général, mais je le faisais et c'est vrai que ça permet en fait de redescendre en pression, on donne l'impression à notre cerveau qu'on a déjà joué ce coup-là et que donc c'est beaucoup moins difficile à attaquer. Il termine avec 4 putts à différentes distances. En fait, c'est pareil, il joue les différents scénarios qui pourraient se produire sur le trou numéro 1, un putt long, un putt court, un putt intermédiaire, et puis un putt vers le haut, un putt vers le bas. Bref, tout ce qu'il pourrait rencontrer, en gros, sur ces derniers coups, il a simulé intégralement tout ce qui pourrait se passer sur le trou numéro 1. Ça lui permet de redescendre un petit peu en pression, de se dire voilà, je les ai faits, et effectivement, cette visualisation permet aussi d'améliorer les coups. Ça, c'est quelque chose qui est connu en termes d'amélioration, en termes de coaching. Leading off from Clovis, California, please welcome Bryson DeChambeau. Ben voilà, c'est parti pour 18 trous. Vous remarquerez ce qu'il a fait aussi avant de taper, ça c'est quelque chose de super important. Il joue son coup dans sa tête, les yeux fermés, un peu comme un pilote de bobsleigh qui répète, vous savez, son parcours, un pilote de moto ou un pilote de Formule 1, bref, il répète dans sa tête, c'est une très très bonne technique, visualiser avant de jouer. C'est Jack Nicklaus qui disait qu'il ne jouait jamais un coup qu'il n'avait pas parfaitement visualisé. Tant qu'il n'avait pas réussi à voir parfaitement le coup qu'il allait jouer, il ne le tapait simplement pas. Si Jack Nicklaus le fait et que Bryson DeChambeau le fait, c'est que ça doit être quand même plutôt pas mal. Alors, on fait le point, comment s'est réparti son échauffement. DeChambeau a joué 45 putts, 20 approches, 9 sorties de bunker, 41 grands coups, soit 64% de ses coups sur du jeu court et 36% de ses coups sur du jeu long. En termes de temps, il aura passé 37 minutes au putting, 8 minutes sur le jeu court. Je pense qu'il y a une petite erreur à ce niveau-là, ça me paraît extrêmement rapide, mais c'est ce qui a marqué, et 18 minutes sur le jeu long, soit 73% de son temps sur le jeu court et 27% de son temps sur le jeu long. Moi, je vois 3 points à retenir de cet échauffement. Comme tous les pros, et je pense que dans cette série, vous allez le voir de plus en plus, les pros passent la majeure partie de leur temps et de leur coût sur le jeu court. Entre les 2 tiers et les 3 quarts du temps d'échauffement est consacré exclusivement au jeu court. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. Vous devez absolument passer entre les 2 tiers et les 3 quarts de votre temps d'échauffement sur le jeu court. Pour une question de progressivité, on commence par des petits coups, puis on augmente l'intensité, ça évite de se faire mal en tapant directement des drives. Encore une fois, j'ai vu des gens qui font ça, donc je ne l'invente pas. Ça montre aussi l'importance qu'ils accordent au jeu court dans l'ensemble de leur jeu. Ils savent très bien que plus le coup est court, plus l'implication qu'il va avoir sur le score est importante, d'accord. Un bon drive, c'est important, mais on peut toujours rattraper un mauvais drive, alors qu'un putt qui passe à côté du trou, c'est un autre putt à faire derrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deuxième élément, je pense, et ça c'est une interprétation plus personnelle, qu'il ne cherche pas à combattre sa tendance naturelle du jour. Au contraire, il cherche à la connaître, à l'imaginer et à adapter sa stratégie en fonction. Et ça, c'est super important parce qu'il y a trop de joueurs qui vont arriver sur le practice et se rendre compte qu'aujourd'hui, ils ont un swing qui slice et qui vont quand même continuer à viser à droite parce que ils ont toujours visé à droite et qui vont faire du slice, qui vont se trouver dans le rough, dans les forêts, etc. sans jamais avoir pris le temps de dire ouais, finalement, puisque je slice, autant que je joue à gauche. Si vous savez que vous slicez tous vos drives au practice, jouez à gauche.
Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Troisième élément, il va terminer sa séance d'échauffement en simulant son premier trou, ça c'est super important, et il va simuler aussi les différents scénarios qu'il pourrait rencontrer. Ça permet encore une fois d'évacuer le stress du trou numéro 1. Il y a beaucoup de points à gagner simplement en évacuant les interférences internes et les interférences externes. C'est pour ça que je vous ai préparé une autre vidéo où je vous explique exactement comment vous pouvez vous améliorer en dehors des leçons et des entraînements classiques. Vous avez vu ce petit tic qu'il a pendant le swing, il paraît que coller la langue contre le palais quand on tape, ça permet de taper plus fort. Je vous donne ce truc, essayez-le. Allez, au revoir.